Donc, le logiciel le plus répandu qui sert de serveur DNS, c'est Bind. Vous en avez sans doute entendu parler. Alors attention, à des trucs embêtants avec Bind, c'est qu'il peut faire à la fois serveur faisant autorité ou résolveur. Pire, il peut faire les deux en même temps. Et c'est la cause d'une grande partie des problèmes DNS de l'humanité. Donc la règle, elle est simple. Vous utilisez Bind si vous voulez, mais soit en serveur faisant autorité, soit en résolveur. Vous ne mélangez pas les deux. Vous mettez deux machines différentes. À l'époque où on a 50 machines virtuelles sur son PC, c'est pas un problème. Vous mettez deux machines différentes ou deux binds différentes écoutant sur les adresses différentes et vous ne mélangez pas les deux. Parce que c'est impossible à débugger et en plus vous avez des risques de bavure de l'un dans l'autre. Par exemple, un empoisonnement du résolveur peut affecter le serveur faisant autorité. Donc ici, on a la config d'un bind en résolveur. Alors, c'est une vraie config qui marche. L'un de mes buts est de montrer que c'est pas compliqué. Avec ce fichier de configuration, bind est un résolveur et il marche. On définit au début, on donne un nom à mon réseau, c'est mon réseau. Donc ici, c'est ce /48. Et ensuite, je mets comme option que oui, il est récursif, c'est-à-dire que quand il ne connaît pas une question, il va la poser au serveur racine, au serveur des TLD et tout ça. Qu'il autorise les questions récursives. Ah d'ailleurs, non, il y a une petite erreur. J'ai appelé la CLMI et ensuite j'ai appelé MyNetwork. Il me semblait bien qu'à un moment, j'avais fait un copier-coller. Merci de l'avoir noté. Les autres ici permettent des requêtes, notamment Bind permet de régler très finement les permissions. La première permet de déclencher la récursion, la seconde d'interroger ce qui est déjà dans la mémoire, dans le cache, et la troisième tout simplement de poser des questions, quelles qu'elles soient, qu'on fasse autorité ou pas. Donc avec ça, et en corrigeant la typo du copier-coller, vous pouvez avoir un résolveur Bind et c'est tout, et ça fonctionne. Et ça marche, tout le reste est automatique. C'est-à-dire qu'il va interroger les serveurs racines, qu'il connaît par défaut. Alors Bind a plein d'options, c'est le Apache des serveurs DNS. Vous avez 1 million d'options pour faire tous les trucs les plus invraisemblables possibles. C'est pas forcément des bonnes idées, mais certaines sont assez rigolotes. Là, c'est vraiment la config minimum. La config minimum de Bind en serveur faisant autorité, ici c'est pour un TLD qui s'appelle exemple. Dans ce cas-là, je coupe la récursion. Rappelez-vous, il faut le configurer soit en résolveur, soit en serveur faisant autorité. Vous faites les deux, vous allez vous rendre la vie infernale. Et pire, parce qu'à la limite, votre vie, vous faites ce que vous en voulez, mais vous allez amorcer une bombe qui explosera sous les pieds de votre successeur quand vous aurez quitté la boîte et quand quelqu'un d'autre devra maintenir ce que vous avez fait. Et ça, c'est très pénible. Donc la zone exemple, je dis que ce bind est de type master, c'est-à-dire que c'est lui qui a le fichier de zone, et ce fichier est dans le fichier qui s'appelle lui-même exemple. C'est pas obligatoire, j'aurais pu donner un autre nom, mais moi j'aime bien appeler mes fichiers de zone du nom de la zone. Alors il reste quand même la zone elle-même. Voilà, alors là c'est un peu moins rigolo, c'est bon, mais la plupart des gens n'auront jamais à taper ça automatiquement, ils auront différents outils qui masqueront ça, mais si vous voulez le faire à la méthode brutale, voilà un fichier de zone où vous donnez quelques informations techniques au début, les noms des deux serveurs de nom de la zone, ici il y en a deux, ns1.nic.exemple et ns1.pch.net, et vous mettez en plus un serveur web avec l'adresse 2001 db8 batdecaf. Ça c'est la syntaxe dite des fichiers de zone, elle est commune à beaucoup de serveurs de nom. Il est rare aujourd'hui qu'on édite directement un fichier de zone. Si vous le faites quand même, et que vous utilisez Emacs, comme tous les gens bien, il y a un mode Emacs pour éditer les fichiers de zone. De toute façon, il y a un mode Emacs pour tout. Donc il y en a un qui s'appelle le zone mode, et qui est super pratique, très bien fait, qui non seulement met des jolies couleurs, mais en plus s'occupe tout seul de certains détails techniques, comme d'incrémenter le numéro de série quand vous avez modifié la zone, et des trucs comme ça. Voilà. Malgré ça, il y a des gens qui s'obstinent à utiliser VI, je ne comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Mais Bind est le plus répandu des serveurs, mais c'est pas le seul. Un des trucs qui m'embête, c'est pas que les gens utilisent Bind, c'est que quand on leur demande pourquoi Bind, ils disent toujours je sais pas. Alors ça c'est l'équivalent des gens qui pourquoi vous utilisez Windows, je sais pas. Il y a plusieurs possibilités et le bon informaticien, normalement, il doit choisir. Donc si vous êtes informaticien, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais utiliser comme serveur de nom? Il n'y a pas que Bind. Si vous êtes chef, posez-vous la question, pourquoi mes informaticiens ont choisi Bind? Et allez leur demander de justifier ça, de faire une fiche d'opportunité en 10 pages au format Word, pour qu'ils justifient pourquoi
pourquoi ils ont choisi Bind. Par exemple, un truc qui est très bien, je trouve, c'est NSD. NSD est développé par les NLNet Labs, qui est une petite boîte néerlandaise. Alors, en dehors de Bind, presque tous les logiciels DNS sont développés aux Pays-Bas. Ne me demandez pas pourquoi, il y a quelque chose dans le climat qui fait ça. Donc, NSD est développé par les NLNet Labs. Il est très utilisé pour des gros TLD. Par exemple, il est utilisé par FR, d.nic.fr dont on a parlé tout à l'heure, c'est un NSD. Il est utilisé par les Allemands qui ont une zone 3 fois plus grande. C'est le plus gros TLD du monde après .com.de. Il est utilisé par la Racine. Plusieurs des serveurs de la Racine utilisent NSD. Donc c'est dire si c'est du bon logiciel. Les deux gros avantages que je vois NSD, c'est d'abord il est 3 fois plus rapide que Bind quand on fait les tests de performance. Ça, il peut encaisser une charge bien plus grande en consommant beaucoup moins de CPU. Et le code, le nombre de lignes de code total, c'est le 20e de celui de Bind. Donc ça veut dire que le nombre de bugs, c'est aussi 20 fois plus petit. Ce qui est quand même bien agréable quand on voit le nombre d'alertes de sécurité qui sortent sur Bind. La configuration, c'est la même chose. Hein. On donne une zone, la zone s'appelle exemple, et le fichier de zone, même syntaxe que Bind, la syntaxe standard du DNS, fichier exemple. Vous avez ça, et pouf, vous avez un serveur de nom qui fonctionne. Et qui consomme très peu de CPU, est très rapide, etc. Et n'a eu qu'une seule faille de sécurité de toute son histoire. Enfin, elle était bête, c'était un off by one. Donc, en envoyant un paquet spécial, on pouvait planter le serveur. Mais elle a été corrigée depuis, oui. Et quand on a vraiment beaucoup de domaines, genre quand on a un bureau d'enregistrement, quand on change une donnée dans une des zones, il faut arrêter le serveur et le relancer. Non. Non. Non, ça je sais bien que non. Ça se verrait, hein, si c'est le cas. Non, tu veux dire quand on rajoute ou quand on enlève une zone? Oui. Ah, c'est pas la même chose, oui. Quand on rajoute ou quand on enlève une zone, oui. Donc pour les gros hébergeurs qui gèrent des centaines de milliers de zones et qui donc ont tout le temps des changements, c'est effectivement pénible dans NSD 3. Ça sera résolu dans NSD 4, qui n'est pas encore sorti. Donc en attendant, oui. Mais quand on change les données dans une zone, non, on n'a heureusement pas besoin d'arrêter le serveur. Ça, on souffrirait si c'était le cas. Oui, mais c'est pas le besoin de tout le monde. Ça dépend du besoin qu'on a. Si le code est 20 fois plus petit que celui de Bind, il y a des raisons. Hein. Alors, pour les serveurs faisant autorité, il y en a d'autres que je n'ai pas cités ici, comme Yadifa ou Note. Le plus prometteur a l'air d'être Note, mais Yadifa a l'air intéressant aussi. Bon, ils sont moins utilisés pour l'instant et moins connus. NSD et Bind, ont tous les deux été testés au feu pendant de longues années. Donc on sait à quoi s'attendre. Voilà un exemple de configuration DNSSEC. Hein, c'est difficile de faire plus simple. Donc là, je n'ai pas mis les interfaces ou les hello parce que par défaut, Unbound écoute sur les interfaces locales 127.0.0.1 et 2.2.1 et répond aux requêtes qui viennent de là. Donc pour un résolveur qui ne sert que sur ma machine locale et que à elle, la config par défaut suffit. Si on veut servir le réseau local, il faut mettre les directives que j'avais mis dans mon support. Par contre ici, j'ai en plus activé DNSSEC, ce que je n'avais pas fait. Donc pour activer DNSSEC, il suffit de dire que la clé de la racine est dans ce fichier là, qui est livré avec Unbound. Et le Trust Anchor, c'est le point de départ de la validation DNSSEC. DNSSEC reprend le fait que DNS est arborescent. Donc toute la validation se fait à partir de la clé de la racine. La clé de la racine signe les TLD, les clés des TLD signent les domaines de second niveau, et ainsi de suite. Donc il suffit juste de connaître la clé de la racine. Je vous la montre. C'est une clé publique. Donc pour les gens qui ne connaissent pas la cryptographie, dans la cryptographie asymétrique, on a en fait la clé est composée de deux parties, une partie publique et une partie privée. Et la partie qui est sur mon disque dur est évidemment la partie publique, la partie privée étant enfermée dans un HSM qui est lui-même enfermé dans un coffre-fort. Voilà la clé de la racine. Ici, donc ça, c'est la clé de la racine. Il y a des tas de résolveurs qui l'ont en mémoire, évidemment, et qui la connaissent. Et la clé de la racine est connue de Unbound, qui à partir de là peut tout valider. Donc avec ça, c'est tout. Là, vous avez un résolveur validant. Ce qui est le cas sur ma machine, j'ai un résolveur validant, je sors couvert, je prends des précautions, je n'accède à des noms de domaine que s'ils sont signés correctement. Résultat, quand .gov avait eu sa panne, par exemple, je ne pouvais pas accéder au site en .gov. Terrible. Oui. Pourquoi j'utilise Emacs? La dernière fois que je suis passé à la cantine, ça a été pourquoi tu utilises Ubuntu?
pourquoi boardsmeyer.org n'est pas signé? En fait, c'est plutôt ça la question, parce qu'il n'est pas signé. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas ça. Il n'est pas signé parce que j'avais la flemme. Pour l'instant, il est toujours hébergé sur les serveurs de nom de Gandhi qui ne fournissent pas cette possibilité. Boardsmeyer.fr est... Non? Ah non, j'ai encore regardé cet après-midi pour préparer mon cours et non. Bon, et donc pour boardsmeyer.fr est signé, mais pas boardsmeyer.org, c'est sur ma liste to-do qui doit faire maintenant 3 ou 4 mégaoctets, mais ça sera fait un jour. Je voulais savoir quel est l'impact au niveau des performances de DNSSEC. En gros, si on compare du trafic sans DNSSEC et puis si on compare avec DNSSEC, est-ce qu'il y a une différence notable de performance ? Alors moi, dans mes mesures, il n'y a pas eu beaucoup de trucs publiés là-dessus, mais dans les mesures que moi j'ai faites, alors d'abord entendons-nous, sur une machine qui n'est pas au taquet, c'est-à-dire qui fait serveur DNS et d'autres choses, ça restera très en dessous de l'écran radar. Par exemple, la taille des réponses augmente d'un facteur 3 à 5 selon les cas. Quand je dis ça aux gens, ils tombent par terre. Ah là là, 3 fois plus de trafic. Mais rappelez-vous ce que j'avais dit sur le trafic DNS. Hein. À une époque, on regarde des vidéos de définition sur son smartphone, trafic DNS, c'est rien. C'est des clopinettes, ça compte pas. On peut multiplier par 3 tant qu'on veut. 0 multiplié par 3, ça fera toujours 0. Donc, après, il y a le temps de calcul pour les résolveurs qui doivent maintenant faire des calculs cryptographiques. Mais pour un résolveur typique, ça va. Si la machine est au taquet, en général, les machines modernes ont des capacités CPU bien plus que le réseau. En fait, depuis 20 ans, les CPU ont progressé beaucoup plus vite que les interfaces réseau. Donc, les calculs cryptographiques qui, à une époque, semblaient des trucs vraiment compliqués, aujourd'hui sont faciles. Je veux dire, vous achetez n'importe quel portable chez Carrefour aujourd'hui, vous avez un 4 cœurs et un GPU dessus qui a les performances d'un supercalculateur. La crypto, c'est pas vraiment ça le problème. C'est un petit peu plus compliqué quand vous servez une grosse base installée. C'est-à-dire, si vous gérez les résolveurs d'Orange, par exemple, pour tous les clients d'Orange, et que vous voulez activer les DNSSEC, vous réfléchissez un petit peu avant. Mais par exemple, un gros FAI comme Comcast aux États-Unis l'a fait, et ils n'en sont pas morts. Ils disent qu'entre le moment où ils ont commencé à étudier DNSSEC et le moment où ils ont terminé le déploiement, les CPU étaient déjà devenus 3 fois plus rapides. Donc, même si dans les grosses boîtes, c'est vrai que les processus prennent du temps, ça donne une idée. Donc, la loi de Moore vient vite à votre secours. Donc, en pratique, c'est pas trop un problème, sauf pour des environnements très contraints. C'est vrai que la validation DNSSEC sur son smartphone peut poser des problèmes. Et personne n'a essayé pour l'instant. Mais sur un portable ordinaire, par exemple, ça marche. Hein, parce que le portable est évidemment plus petit que les gros serveurs, mais en même temps, il fait ça que pour moi. Donc le trafic est raisonnable. Et quand je surfe sur le web et que je regarde avec Top au même moment ce que fait le résolveur, je vois que Unbound, il se tourne les pouces. Hein, c'est pas ça qui va le tuer. D'autant plus qu'il y a aussi là aussi des mémorisations. Hein. Par exemple, la racine signe les clés de .fr. C'est vérifié une fois et ensuite c'est gardé en mémoire. Et donc on ne revérifie pas à chaque requête. On ne refait pas toute la chaîne de validation à chaque requête. Et c'est aussi que c'est des données assez petites. Donc c'est une grosse différence avec HTTPS. Hein. Vous récupérez une vidéo en HTTPS, vous tapez des calculs cryptographiques pour tous les gigaoctets de la vidéo. Là on parle de données qui sont assez minuscules. Quand même, je fais la conf du 20 sur SSL, donc je mets un tout petit bémol. Quand on fait du HTTPS, on échange une clé de session temporaire en RSA, donc ça c'est coûteux. Par contre, la suite, on fait de la crypto symétrique qui est beaucoup moins coûteux en termes de CPU, qui est même implémentée en hard souvent dans les processeurs modernes, alors que DNSSEC, on fait que de la crypto asymétrique. Donc c'est toujours un petit peu tout ce qu'on fait est coûteux en fait. Mais on ne fait pas cette crypto sur les données, on les fait sur un condensat des données. Donc en pratique, c'est quelque chose d'assez faible. Partout. Et par ailleurs, là aussi, il y a des progrès. Hein. Il suffit de remplacer RSA par les courbes elliptiques. Et là, on y gagne, notamment on y gagne dans l'admiration de ses voisins, hein, parce qu'il n'y a pas grand monde qui se sert des courbes elliptiques pour l'instant. Mais ça marche avec DNSSEC aussi. Hein, petite question sur le processus
de résolution du nom d'un nom de domaine. Lorsque le résolveur pose une question donc au serveur racine et qui reçoit une liste des serveurs faisant autorité, il contacte pour tous les serveurs faisant autorité ou juste il définit celui qui a le ping le plus rapide pour en contacter qu'un pour la suite des opérations? C'est une excellente question, à part que c'est pas ping. Alors, ici, ce schéma est très simplifié puisque je n'ai mis par exemple qu'un seul serveur pour la racine, qu'un seul serveur pour .org. Dans la réalité, il y en a plusieurs. Notamment pour assurer la résilience. Par exemple, là, les 5 serveurs de FR, et encore, il manque un bout vers la fin. Donc, le résolveur, lequel il va interroger de ces 5 serveurs. Alors, c'est pas spécifié par la norme, ça dépend des résolveurs. Par exemple, celui de Microsoft interroge toujours le premier. Et puis s'il ne marche pas, il passe au second. Donc c'est fait que le premier dans la liste se tape en général un trafic disproportionné, heureusement limité par le fait qu'il n'y a pas grand monde qui utilise le résolveur de Microsoft, mais encore trop quand même. Maintenant, Bind a une autre stratégie qui est qu'il interroge un des serveurs au hasard, la fois d'après un autre au hasard, la fois d'après un autre, et effectivement il regarde lequel a répondu le plus vite. C'est pas un ping, parce que le ping peut être filtré, il n'est pas forcément représentatif. C'est une vraie requête DNS, et un effet de bord de la requête DNS, c'est qu'on mesure le temps de réponse. Et donc on change. Et de temps en temps, une fois qu'il a décidé pour un des serveurs, il n'utilise plus que celui-là. Alors comme ça dépend du serveur, du résolveur bind, les différents binds de la planète n'élisent pas le même serveur. Là, les temps de réponse qu'on a eus, ici, c'était pour une machine en France. Donc c'est logique que d.nic.fr, dont tous les sites physiques sont en Europe proche, les d.nic.fr, il y en a beaucoup en France, et sinon un à Londres, un à Bruxelles, un à Amsterdam, un à Francfort, un à La Réunion, je ne sais pas comment le compter. Donc lui, c'est logique qu'il réponde le plus vite, mais par exemple, j'aurais fait la même commande depuis une machine située aux États-Unis, j'aurais eu un autre serveur qui gagnait. Et puis de temps en temps, Bind, comme il est malin, de temps en temps, il essaye un autre des serveurs pour voir si ça n'a pas changé, et s'il ne peut pas passer à un autre. Donc effectivement, et puis il y a aussi des fois où de temps en temps il y a une raison subtile liée à l'empoisonnement. Pour défaire l'empoisonnement, de temps en temps il essaye un serveur qui n'est pas le plus rapide, parce que pour éviter que quelqu'un qui tente un empoisonnement ne sache à coup sûr quel serveur on va interroger. Mais ça c'est des détails. Donc le point important, c'est qu'il apprend quel est le plus rapide et il l'utilise. Ce qui fait que quand on a plusieurs serveurs de nom, là c'est le cas par exemple pour FR, ils ne reçoivent pas tous le même trafic parce que certains sont mieux connectés que d'autres. Ceux qui sont mieux connectés attirent plus de trafic, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Et Unbound, un algorithme très proche. Si vous lisez le code source dans Bind, c'est ce qui s'appelle la S-Belt, et personne n'a jamais su ce que c'était que la S-Belt, et pourquoi ça s'appelait une S-Belt, belt la ceinture, ok, et S, safety belt, personne ne sait exactement, mais la structure de données qui gère ça dans Bind et le code qui gère ça s'appelle la S-Belt. Par ailleurs, j'ai dit, si vous lisez le code source, attention, vérifiez auprès de votre médecin avant que vous êtes suffisamment mûr pour lire le code source de Bind, parce que c'est... Il y a moyen d'avoir une petite conf DNSSEC, mais côté serveur faisant autorité, s'il vous plaît? Parce que tout à l'heure, c'était une configuration côté résolveur, si j'ai bien compris. Tout à fait. Merci. Ça dépend de si le Wi-Fi est de bonne humeur ou pas. Hop. Donc voilà un exemple en bas. Hop, je remonte un petit peu. Voilà, la zone en haut, bortsmeyer.fr est signée. Donc en fait, c'est un NSD, le serveur. Donc en fait, le point important, c'est que vous n'avez rien de particulier. Le serveur découvre tout seul, en examinant le fichier de zone, que le fichier de zone est signé, c'est-à-dire contient les signatures, et à partir de là, passe automatiquement en mode DNSSEC. Donc vous n'avez rien de particulier à mettre dans la config du serveur. C'est pareil pour Bind. Vous n'écrivez pas de truc particulier dans la config du serveur. Ah si, Bind a une option DNSSEC Enable qu'on peut mettre à Yes ou à No, et qui coupe complètement DNSSEC. NSD n'a pas cette option. De toute façon, donc dès qu'il y a du DNSSEC dans le fichier, il passe automatiquement en mode DNSSEC. Donc en fait, la seule partie, en fait, le travail vraiment important là-dedans, c'est d'avoir fait en fait l'infrastructure qui signe la zone
et qui maintient la zone signée. Ça, c'est fait par un autre logiciel qui s'appelle OpenDNSSEC. OpenDNSSEC est un truc qui sert à gérer les détails techniques compliqués de DNSSEC qui sont très difficiles à faire par un humain normal. Donc en gros, on dit à OpenDNSSEC, tiens, voilà une zone non signée, débrouille-toi comme tu veux, mais je veux qu'elle soit signée. Et il fait le travail nécessaire. Pour ajouter des options dans Bind 9.9.2 et supérieur, il y a une fonction de signature automatique qui permet de simplifier pas mal la gestion au jour le jour d'une zone, y compris dans ses modifications et dans ce qu'on appelle les changements de clés, ce qu'on appelle les key rollover en anglais. Enfin, qui n'est pas du tout comparable à ce que fait OpenDNSSEC. Notamment, Bind ne fait pas automatiquement la création et le remplacement des clés. C'est-à-dire, si on a une clé, il gère les opérations nécessaires pour passer d'une clé à une autre, mais c'est à vous de créer les clés au bon moment, de faire... Ah oui. Alors que OpenDNSSEC, c'est vraiment tout seul, y compris il crée les clés tout seul, il les change tout seul. Ce qui est considéré comme utile dans certains cas, ça dépend des goûts et couleurs. Bind ne crée jamais les clés. Ah non. On vérifiera après. Ou alors ça apparaîtra dans la prochaine version, mais la 9.9 pose un problème, c'est que la suivante devrait être la 9.10. Or, il y a déjà la version 10 de Bind, donc 9.10, ça va être pas un problème. Donc la bonne solution est sans doute d'arrêter le développement de Bind 9 pour éviter ce problème de numéro de version. Mais de toute façon, ne vous focalisez pas trop sur le truc du fichier de configuration et sur sa simplicité ou sa complexité. La complexité de DNSSEC, c'est dans le fonctionnement continu et régulier. Rappelez-vous que des gens très sérieux et mieux payés que vous, par exemple les gens de VeriSign qui gèrent le .gov, se sont déjà ramassés pour DNSSEC. Donc, c'est pas là qu'est le problème. En gros, le DNS traditionnel, c'est une statue. Une fois qu'il est fait, sculpté et tout, vous le posez sur la cheminée et c'est tout. Vous n'avez plus rien à faire. DNSSEC, c'est plutôt un animal vivant. C'est-à-dire qu'il faut le nourrir, le sortir, nettoyer et faire ça tout le temps. Parce qu'il faut surveiller que ça marche, il faut renouveler les clés et il y a toujours quelque chose qui déconne. Donc ça nécessite un changement différent. Vous pouvez parfaitement gérer des serveurs DNS en étant à temps très partiel. Genre vous avez un boulot normal comme ça et le soir de temps en temps vous passez un quart d'heure à administrer votre machine chez OVH, chez Gandhi pour le serveur DNS. Ça marche parfaitement et des tas de gens font ça. Avec DNSSEC c'est vachement casse-gueule. Parce qu'il y a beaucoup plus de risques et il faut donc procéder de façon plus pro. Malheureusement, la sécurité a un coût. Oui, mais OpenDNSSEC aide beaucoup, mais pour prendre un exemple, quand je suis passé de Debian Wheezy à Squeeze, ou donc au contraire, je ne plus, la bibliothèque qu'utilise OpenDNSSEC pour accéder à sa base de données avait changé d'emplacement. C'était passé de USRlib à USRlib SoftHSM, quelque chose comme ça. Donc il fallait changer le fichier de configuration d'OpenDNSSEC qui charge dynamiquement cette bibliothèque. Parce que ça avait défilé trop vite sur l'écran, je ne l'avais pas fait. Résultat, OpenDNSSEC ne signait plus. Et donc au bout d'un moment, les signatures expirent et quick. Et donc voilà. Et donc ça a fait rigoler tout Twitter que wortsmeyer.fr ne soit plus valide. Donc si vous voulez pas faire rigoler Twitter, faites gaffe à ce genre de problème. Donc OpenDNSSEC aide, mais il n'y a pas de miracle. Et ce genre de truc n'arrive pas tellement avec le DNS traditionnel. Donc DNSSEC, c'est drôlement bien, mais et de toute façon ça va devenir de plus en plus indispensable, je pense. Mais attention, c'est pas un cadeau. On peut comparer ça avec les problèmes d'X509. Hein. Regardez, HTTPS c'est mieux qu'HTTP pour tout un tas de très bonnes raisons techniques. Et si vous ne savez pas, il y a un excellent exposé à la cantine dans 2 semaines sur le même sujet. Et donc X509, le problème c'est que vous tapez tout un tas de problèmes qu'il n'y avait pas avant. Les certificats expirent, les machines plantent, il y a eu un changement, la clé est plus au bon endroit, des trucs comme ça. Enfin, vous avez tout ça. Enfin, le pire, c'est sans doute les certificats qui expirent, mais vous avez aussi tout un tas d'autres problèmes rigolos qui peuvent survenir et qui peuvent être très embêtants. Question d'IRC de Vinci. Y a-t-il de bons outils que vous conseilleriez en dehors d'OpenDNSSEC ? On pensait à ZoneCheck, mais peut-être d'autres.
Alors pour pourquoi DNSSEC, les meilleurs outils, c'est les outils de monitoring. C'est ça qu'il faut avoir. Enfin, de monitoring et puis d'analyse de la zone. C'est beaucoup plus dur de faire une config correcte et donc c'est intéressant de les regarder. Moi, le truc que j'adore, parce que ça se prête bien aux démos, c'est DNSVis. Pas que DNSSEC, aussi DNS en général, des outils que vous utilisiez comme Check-Asso. Pour valider un fichier de zone, valide DNS. Qui est vraiment le meilleur outil pour prendre un fichier de zone, y compris signé, et pour le valider. Et puis pour valider une zone vivante, effectivement, ZoneCheck ou DNSCheck. Alors DNSVis, c'est très rigolo parce que ça fait des graphiques, donc c'est bien pour les exposer. Bon, ça peut prendre un certain temps des fois, mais c'est très très bien fait. Et c'est un très bon outil pour visualiser DNSSEC. Après, pour sa config DNS, effectivement, c'est les outils dont je parlais. Alors voilà ce que voit DNSVis pour borsmeyer.fr. En haut, la clé de la racine. Ici, ah zut, il y a des problèmes, il y a un warning. Tiens, bah, c'est parfait, ça va être l'occasion de regarder. Ah, mais vous voyez que c'est une vraie démo, je triche pas. Hein. C'est une vraie démo en live. Ah oui, oui, c'est pas grave. Celui-là, c'est pas grave. Voilà. Donc vous avez en haut la clé de la racine. Donc la clé sur fond sombre ici, qui signe les clés de FR. Le rectangle ici, c'est FR. Il signe les clés de FR et les clés de FR à leur tour signent les clés de borsmeyer.fr qui sont en bas. Il y a aussi, dans FR, il y a deux clés signées en fait, dont l'une n'existe pas dans la zone. C'est une opération qui n'est pas terminée, mais je vais m'en occuper. C'est pas grave, c'est pas important. Et en bas, hop, on arrive aux données de borsmeyer.fr. La plupart des gens, avec le DNS classique, ils configurent leur serveur et tout, ils essayent, ça marche, ça fonctionne, c'est bon, et après ils l'oublient. Cette méthode est contestable, parce que des fois elle fait des configs bancales, mais enfin, elle marche la plupart du temps. Avec DNSSEC, n'essayez pas ce genre de truc. Il faut vraiment tout valider, notamment, n'essayez pas de déployer DNSSEC avant d'avoir fait un petit audit de votre config DNS avec des outils comme ZoneCheck, DNSCheck. C'est encore mieux si vous utilisez les deux, comme ça vous ne trouverez pas les mêmes choses. Valider les zones avec valid DNS, etc. Ou avec NMD, check zone, avec moins error maximum, check moins pédantique, moins plein pot. Et de manière à avoir vraiment être sûr de partir d'une situation parfaite avant de rajouter DNSSEC, qui est quand même un truc un petit peu plus compliqué quand même.